Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver et en compagnie de Charles Nicole. Bonjour Charles. Bonjour. Voilà, vous êtes historien et vous êtes spécialiste du protestantisme à Nantes et sur l'estuaire de la Loire. Et justement, vous allez nous parler aujourd'hui de la présence culturelle protestante à Nantes, puisqu'il y a en fait plein de traces de protestants. Oui, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine urbain et dans le domaine muséographique. Alors, je vais commencer par le domaine muséographique, si oui, vous le voulez bien. Bien sûr. Tout le monde connaît le musée d'Aubray. Oui. On ne sait pas nécessairement que son créateur était un membre éminent de l'Église réformée de Nantes, un protestant. L'origine de la famille d'Aubray, d'ailleurs, remonte à la fin du XVIIIe siècle, puisque son grand-père, Pierre-Frédéric d'Aubray, est un négociant, un armateur qui vient s'installer à Nantes. Il est originaire de Guernesey. C'est une famille d'ailleurs qui avait fui à la révocation de l'édit de Nantes et qui s'est réfugiée à Guernesey. Ah, voilà. Et encore, comme beaucoup, et qui vont bâtir un véritable empire d'armateurs sur la Manche et l'Atlantique. Alors, quand on parle du musée d'Aubray, c'est Thomas d'Aubray ? Alors, c'est Thomas II d'Aubray, puisque donc son grand-père, Pierre-Frédéric, a un fils qui s'appelle Thomas, qu'on va appeler Thomas I. Oui. C'est un personnage extrêmement important parce qu'il va vraiment développer le trafic maritime portuaire nantais. C'est la première fortune de Nantes, d'ailleurs. C'est le premier, à peu près, il fait partie des 5 premiers armateur sur la place de Nantes. Il va ouvrir d'ailleurs de nouvelles lignes maritimes vers l'île de la Réunion, qui à l'époque s'appelait l'île Bourbon. Oui. Parce qu'il pense qu'il faut en finir avec ce trafic du bon vieux temps avec les Antilles, si vous voyez à quoi je fais allusion. Thomas I d'Aubray est un des turiféraires de la Société de la morale chrétienne qui vise à mettre fin... Des turiféraires, enfin un leader, on dirait aujourd'hui, à mettre fin à la traite négrière, oui, fléau sur le port de Nantes, puisque le port de Nantes, on l'oublie, a été le premier port de déportation avec plus d'un demi-million d'Africains qui ont été déportés au cours de plus d'un millier d'expéditions du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Donc Thomas I d'Aubray a été un de ceux qui a freiné ce... qui a fait en sorte que la traite s'arrête. Et elle est d'ailleurs interdite à partir de 1815, mais hélas, elle va continuer longuement encore. Et on appelle cela la traite illégale, et on sait que le dernier navire quitte Nantes en 1833. Donc c'est considérable l'importance que pouvait représenter la traite, puisqu'il n'y a pas une famille nantaise qui n'en vivait pas, parce que pour faire de la traite, il faut fabriquer des navires, bâtir des navires, il faut... oui, c'est une immense entreprise. Voilà, il y a une chaîne économique extrêmement importante. Donc Thomas I d'Aubray est particulièrement courageux. Il est d'ailleurs, il contrôle la chambre de commerce et on lui reproche, on lui dit mais tu vas ruiner le port de Nantes. Et oui. Alors sans doute que son fils, Thomas II, a été un peu échaudé. Il est armateur lui aussi, mais il est plus amateur d'art qu'armateur. Et Thomas II, jusqu'à la fin de ses jours, il décède en 1895, va accumuler une collection incroyable de pièces rares. Ça va des pièces de Chine à des pièces évoquant Anne de Bretagne, etc. C'est plus de 10 000 pièces de tableaux, de vaisselle, qui sont aujourd'hui d'ailleurs exposées remarquablement au musée d'Aubray, qui vient d'ailleurs d'être rouvert après une longue période de fermeture pour sa rénovation. Et Thomas d'Aubray, donc Thomas II, va faire construire
eh bien, un manoir qui est aujourd'hui le musée. Il comptait y habiter, il n'y habitera jamais, parce que ça a mis beaucoup de temps. Il avait fait d'abord appel à Viollet-le-Duc pour construire ce manoir. Mais c'était une forte personnalité, Thomas II, et il va, disons le nom, il va s'engueuler. Disons le mot, il va s'engueuler avec Viollet-le-Duc, faut le faire. Bon. Donc lui-même va reprendre les plans. C'est un garçon brillant. Il va faire des études, plus des études d'architecture que de commerce. Oui. Et d'ailleurs, il va fonder, pour finir, il va donner sa société à Schner de Coninck, qui est son fondé de pouvoir, qui d'ailleurs quitte Nantes pour s'installer au Havre. Mais ça, c'est une autre histoire. Si bien que ce manoir que nous connaissons, c'est un marqueur très fort culturel protestant nantais, avec cette collection qui enrichit d'ailleurs, qui s'est enrichie d'autres collections depuis. Mais beaucoup de Nantais ne connaissent pas en effet l'origine. Voilà. Et puis il y a un autre Nantais qui s'appelle Pierre-Antoine Labouchère. Alors, il est moins connu. Mais on le connaît bien à Paris, on le connaît à la Société de l'histoire du protestantisme français. C'est un peintre officiel du gouvernement d'ailleurs, enfin des différents gouvernements. Et il va léguer d'ailleurs toute sa collection à la médiathèque de Nantes. Elle peut être consultée. C'était un collectionneur notamment de partitions anciennes. On a retrouvé il y a peu dans sa collection une partition de Mozart, de Gluck. Et pourquoi je parle de Pierre-Antoine Labouchère, c'est parce que Thomas II le déteste. Pierre-Antoine Labouchère est pourtant protestant. Ils ont fait ensemble, ils sont de la même génération, le catéchisme à Nantes, mais Pierre-Antoine Labouchère va partir à Paris pour sa pratique de la peinture. Et ils n'auront de cesse de se piquer des pièces de collection. Ils ont des rabatteurs qui les informent, voilà. Et on retrouve des courriers de Thomas de Daubré demandant à ses rabatteurs surtout veiller à ce que Pierre-Antoine Labouchère ne passe pas avant moi. Donc ce sont deux personnalités extrêmement importantes qui ont influencé, enfin en tout cas, qui laissent quelques traces urbaines dans le domaine culturel, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ça veut dire quand même qu'au niveau protestant, il y avait des grandes familles protestantes installées sur Nantes. Oui, notamment la famille Daubré. Ce sont les familles d'armateurs, essentiellement, qui peuvent se permettre d'accumuler... dans la discrétion, c'est ce qui les caractérise, toujours dans une discrétion assez calviniste, on ne montre pas sa richesse. Ils ont pu, en effet, faire construire des hôtels particuliers. Il y a quelques folies, ce qu'on appelle les folies, ces petits châteaux dans la région nantaise qui font partie du patrimoine culturel de la région nantaise, qui appartenait, je pense à Jean-Simon Voruse, je pense à Petit-Pierre, et d'autres encore, notamment la famille Walsh, dont la fille a épousé Thomas II Daubré, qui possédait le long de l'Erdre un certain nombre de petits manoirs. Mais voilà, pourquoi je parle justement de l'architecture, c'est parce que la présence culturelle, ce n'est pas seulement muséographique. C'est une présence culturelle urbaine. Je vous ai parlé de Thomas I Daubré. Thomas I Daubré va faire des propositions d'aménagement urbain à Nantes qui ne verront pas le jour, notamment des fontaines. Mais ce que l'on ne sait pas aussi, c'est que la place royale, la place dite royale avec ses statues, eh bien, sont l'œuvre d'un protestant que l'on connaît bien, Jean-Simon Voruse, que le fondeur nantais qui contrôle toute la métallurgie nantaise. C'est aussi lui qui est à l'origine des ponts de Saint-Miel, le pont de la Motte Rouge, la structure métallique est sortie des usines Voruse. Ah voilà. Donc des grands noms protestants qui ont vraiment laissé des traces à Nantes. Qui marquent culturellement le patrimoine urbain de Nantes. Et on va bien arriver à la place... au passage Pommerais ? Oui, alors, c'est peut-être le passage, le point urbain le plus emblématique. Qui ne connaît pas le passage Pommerais ? On le connaît même partout en France.
C'est vrai que les films de Jacques Demy ont Bien immortalisé sûr. ce passage, même si c'était un notaire promoteur, même s'il n'est pas protestant, il va faire appel pour sa construction à des protestants. Et en premier lieu, à un architecte protestant qui s'appelle Louis Durand-Gasselin, Hippolyte Louis Durand-Gasselin, Mhm. qui lui-même va faire appel encore au fameux Jean-Simon Vouruse Ah oui. pour les escaliers, les structures métalliques du bâtiment, sur lequel repose, parce que c'est un bâtiment assez complexe, hein, avec 3 niveaux, donc Oui, il oui. faut que ça soit solidement tenu. Il y a 3 niveaux et un grand vide au milieu. Voilà, donc oui, il y a, Grand espace. il y a quand même un important travail de structuration de ce passage. Et les sculptures, vous savez, ces angelots que l'on voit, Oui. qui sont d'ailleurs charmants, qui donnent un charme fou au passage Pommerais, sont aussi d'un sculpteur, un prosélyte, qui s'appelait Jean de Bay, et qui sera d'ailleurs un temps inhumé dans le caveau de Thomas Daubré lorsqu'il décédera à oui. Nantes. Nous écoutons Charles Nicole qui nous parle de la présence culturelle protestante à Nantes. Alors après le patrimoine urbain, muséographique dont vous nous avez parlé, vous allez nous parler du patrimoine industriel. C'est peut-être le plus important du reste. Parfait. L'influence protestante sur l'industrie, Oui. notamment la métallurgie.
Au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle, je ne vous apprends rien, et les protestants, à commencer par Daubrée et Jean-Simon Voruse, vont contrôler les forges de Bassindre et la manufacture d'Indrette. Ce sont des protestants qui en sont à la tête. Donc on peut dire que c'est un patrimoine industriel assez peu palpable, puisqu'aujourd'hui ça a complètement changé de nom, hein, Oui. c'est ArcelorMittal, donc beaucoup d'eau sont passées sous les ponts. Mais pourquoi je recite notre ami Jean-Simon Voruse? C'est parce que de ces fonderies, qui se situaient d'ailleurs dans le quartier Launay, maintenant c'est le quartier de la place Canclos, eh bien, sortiront de ces fonderies un certain nombre de sculptures qui vont d'ailleurs être fondues, qui vont occuper le patrimoine installé sur le patrimoine urbain de Nantes et qui vont être fondus par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ah bon? Voilà. Et donc il n'en reste rien? Il n'en reste rien, quasiment rien sur Nantes. En revanche, il reste deux statues vraiment très allégoriques, mais non pas à Nantes, elles sont à Paris. C'est le fameux rhinocéros et l'Europe, fondu dans le bronze et qui avait été confectionné pour l'exposition universelle à Paris de 1878. Elles ont été conservées et aujourd'hui vous pouvez les admirer parce que c'est vraiment des œuvres monumentales. Oui, très impressionnantes. Très impressionnantes. Vous pouvez les admirer sur le parvis du musée d'Orsay, toujours à Paris. Ah oui. Alors quand on parle aussi du patrimoine industriel qui a marqué l'histoire de Nantes, la culture vinicole nantaise, on ne retient que le gros plan et le muscadet. Mais on sait peu, qui est très, très bon d'ailleurs, hein, je n'ai rien contre. Il y a eu une très grande brasserie à Nantes. Une très grande brasserie qui s'appelait les Brasseries de la Meuse, qui se situait sur les quais, dans le bas Chantenay, dans la carrière Misery. Et ces brasseries ont été fondées par des protestants au début du XXe siècle, notamment par Émile Burgelin, Rothenbach, Schaffer. Ils sont d'origine suisse et allemande, donc il y a une tradition de brasseurs importés à Nantes. Mais déjà... Et puis la Meuse, c'est aussi... La Meuse, voilà, oui. De l'Est. C'est parce que au départ, c'était des brasseries qui s'appelaient Brasserie Schaffer, Brasserie Rothenbach et Brasserie Burgelin. Elles ont fusionné et elles ont été rachetées par les brasseries de la Meuse. C'était des bâtiments très importants. Mais ce que l'on sait peu aussi, c'est que comme il y avait beaucoup de Flamands, de Hollandais, d'Allemands au XVIIIe siècle qui accostaient à Nantes, eh bien, même dès le XVIIe, on en a parlé dans une précédente émission, il y a des brasseries qui sont d'ailleurs tenues par des protestants. On en connaît au moins deux qui étaient destinés à l'usage pour les matelots d'origine étrangère et notamment du nord de l'Europe. C'est leur point de rendez-vous. Donc ces brasseries nantaises de la Meuse ont marqué très longtemps le patrimoine industriel nantais. Elles ont fermé dans les années 80, mais en tout cas ça fait partie de l'histoire industrielle nantaise. Et une histoire industrielle, ce n'est pas seulement que des clous et des boulons quand on parle de l'industrie, c'est aussi une culture importante du savoir-faire qui était aussi un savoir-faire nantais, et ça je tiens beaucoup à le rappeler. Ouais. Je suis très attaché au patrimoine industriel en général, pas que protestant du reste. Alors, donc patrimoine industriel, vous nous avez parlé de la bière. Oui, on pourrait parler des conserveries. Et des conserveries ? Parce que Nantes est une capitale de la conserverie française dès le XIXe siècle. Il y a, là encore, des protestants qui vont contrôler une partie de la ferblanterie, c'est-à-dire fabriquer les boîtes en fer. Notamment à Bassindre. Ouais. Notamment à Bassindre. Et puis ce sont aussi des conserviers. Des conserviers qui s'appellent Charles Cassegrain. Charles Cassegrain vient s'installer... C'est un nom que nous connaissons. C'est un nom qui est très connu dans le milieu de la conserverie. Charles Cassegrain est protestant, il est originaire de la Haute-Loire. C'est un traiteur. Et à la différence des autres conserviers, il aura l'idée de mettre en conserve les légumes.
Alors que tout le monde met en conserve le poisson, dirons-nous, oui, notamment oui. les sardines. Il sera l'innovateur sur la conserverie des légumes. Il y a une autre entreprise, Philippe et Cano. Alors c'est le parfait exemple de la reconversion d'armateur et de capitaine. Charles Philippe d'ailleurs était consul de Prusse, Henri Cano était un de ses capitaines de navire. Ils vont se reconvertir dans la conserverie, notamment alimentaire. Conserverie plutôt de luxe. Et la dernière entreprise, la dernière usine de mise en conserve fermera en 1974 au Croisic. Mais pourquoi je parle de cette entreprise qu'on a un peu oubliée, c'est parce qu'un de ses directeurs s'appelait Charles Lechat, Julien Charles Lechat, et Julien Charles Lechat est protestant, et il sera notamment maire de Nantes, sera le premier maire républicain de Nantes à la fin, après la guerre de 1870. Donc une présence culturelle et politique aussi forte. Il y a quelques passages entre le politique, l'industriel, le culturel, ce qui est naturel pour l'époque. Il y a aussi, on pourrait citer Lefebvre-Utile, le petit Lu. Oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas quelle est l'origine. On sait que quand les Lefebvre-Utile s'installent à Nantes, ils ne sont absolument pas protestants, mais par le jeu des mariages et des descendances, une grande partie de la descendance Lefebvre-Utile est protestante. D'ailleurs, on retrouve dans les registres de baptême, mariage, sépulture, les Lefebvre-Utile dans les registres nantais. Et puis, on ne peut pas non plus ne pas évoquer tout de même la construction navale. Et oui. C'est quand même aujourd'hui, sur les seigneurs de la Loire, la construction navale est peut-être la plus emblématique industrie régionale, voire même française. La grande saga industrielle de la navale à Saint-Nazaire débute avec des protestants. 1862, il est temps de passer à la construction de navires en coque de fer, alors qu'on construit toujours en France, et notamment à Nantes, toujours des navires en bois. Alors c'est grâce à ça qu'on a le Belém, d'ailleurs, puisque le Belém a été construit tardivement, même si sa coque a été renforcée après en fer, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, on continue à construire en bois. Mais à qui faire appel, puisqu'il n'y a pas de constructeur de construction navale français maîtrisant ce savoir-faire. Alors on va quand même pas faire appel à des Anglais tout de même. Les Anglais c'est l'ennemi juré. Et puis Trafalgar encore, on a ça dans les esprits. On va pas faire appel à ces maudits Prussiens tout de même qui nous menacent constamment. Mais on va faire appel à des Écossais. Et notamment un grand industriel qui s'appelait John Scott et qui vient s'installer à Saint-Nazaire. Et il vient en 1862. Et il est accompagné d'un pasteur, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faudrait pas que mes ouvriers, puisqu'il vient avec 15 contremaîtres, soient contaminés par les catholiques de la région nazérienne, enfin, on suppose. Et donc la renaissance du protestantisme à Saint-Nazaire et dans sa région, on peut la dater de ce moment, 1862, lorsque s'installe à Méan-Pinouette ce chantier dont on connaît maintenant l'histoire fabuleuse et qui produit les plus grands paquebots du monde et qui permet à la balance commerciale française d'ailleurs parfois d'être excédentaire par la vente de ces navires qui valent plus d'1 milliard d'euros pour certains d'entre eux. Et c'est l'histoire de France, puisque le premier navire qui est lancé s'appelait l'Impératrice Eugénie en 1864, et il est baptisé par l'épouse de Napoléon III, qui vient en personne pour le lancement de ce navire, qui était là aussi à destination de la Compagnie Générale Transatlantique, et qui était tenu par les frères Pereire, dont une grande partie de la descendance, malgré qu'ils soient juifs, une grande partie de la descendance est aussi protestante, et puis était financé par le baron Echtal, qui lui tenait la banque Echtal à Paris, et qui a permis de financer en grande partie la Compagnie Générale Transatlantique et le chantier de Saint-Nazaire. Donc voilà. Oui, là c'est vraiment des grands projets énormes. Oui. Et puis on pourrait, je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps, mais où nous l'évoquerons dans une prochaine émission, le Jardin des Plantes, c'est la création d'un protestant.
Jardin des Plantes à Nantes. C'est Ferdinand Favre, qui sera maire de Nantes de 1830 à 1863. Je vais y arriver. C'est un Suisse d'origine, il est protestant, et il voue une passion pour le camélia. C'est lui qui fait venir le camélia à Nantes. Oui. Et ce Jardin des Plantes fait partie aussi du patrimoine culturel et urbain de Nantes. Formidable. Donc en fait, Charles Nicole, vous nous donnez envie de faire une autre émission un peu sur les maires de Nantes qui ont été protestants. Oui, et tout est dans mon livre. Voilà, donc on va finir cette émission en vous remerciant beaucoup et en citant le titre de votre livre, que tout le monde peut évidemment se plonger dedans et avoir tous ces détails, Les protestants et Nantes, donc de Charles Nicole, une minorité au cœur d'une ville portuaire. Exactement. Voilà. Je vous remercie. Mais nous aussi. Et j'aurai grand plaisir à revenir. Ah ben volontiers. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.